La mélancolie de France. Première partie, le bulletin de nouvelles. Dans le cadre de son enquête sur la vague de disparitions mystérieuses qui frappe la métropole, François Leclerc nous fait ce soir le portrait d'une nouvelle victime prétendue. Alors, bonsoir François, de qui nous parlerez-vous ce soir ? Bonsoir Francine, dans mon reportage de ce soir, je vous parlerai d'une résidente du quartier Villeray, prénommée France, disparue le 11 novembre dernier. En savons-nous maintenant davantage sur les liens qui unissent toutes ces personnes disparues et sur les causes de ces disparitions? Non, malheureusement, l'enquête policière stagne toujours à ce sujet. Il nous est donc impossible de savoir avec certitude si ces personnes sont victimes d'enlèvement ou disparues de leur plein gré. Toutefois, comme vous pourrez le constater, à l'instar des autres personnes dont nous avons dressé le portrait ces dernières semaines, France semble être ou avoir été une personne réservée et vivant un peu à l'écart de la société. Merci François. Écoutons maintenant votre reportage. Une autre disparition mystérieuse qui semble liée à la vague qui frappe actuellement la métropole nous a été rapportée par une auditrice récemment. Il s'agit d'une jeune femme de 37 ans, résidente du quartier Villeray, qui n'aurait plus été aperçue depuis le 11 novembre dernier. D'après les informations que nous avons pu obtenir, cette jeune femme, prénommée France, serait originaire de Val-d'Orne, Abitibi, où résident d'ailleurs toujours la plupart des membres de sa famille. Elle aurait fait des études à l'Université de Montréal, serait célibataire et ne posséderait pas de casier judiciaire. Sa disparition nous a été signalée par la propriétaire du logement qu'elle occupe et nous a ensuite été confirmée par son employeur. Aucun signalement n'aurait été effectué auprès du bureau des personnes disparues. Pour en savoir plus, je me suis donc rendu au domicile de la propriétaire dans le quartier Antique, puis j'ai rencontré des personnes de son voisinage. Nous devions effectuer des travaux dans son appartement. Ah oui, elle le savait, elle était bien au courant. Oh, c'est une personne bien à son affaire, vous savez. C'était ma locataire. C'est ma locataire depuis une dizaine d'années. Elle avait été construite pour mes grands-parents en 1927, vous imaginez. Ma voisine d'en haut, je la connais pas beaucoup, à vrai dire. Elle est célibataire, elle reçoit personne à la maison, à ma connaissance. Elle travaille dans un bureau, je pense qu'elle est secrétaire ou quelque chose comme ça, là. Elle parle pas beaucoup. À part dire bonjour, en disant, je me souviens pas de lui avoir parlé, vraiment... Elle est un peu bizarre. Écoutez, ça prend toutes sortes de monde de faire un monde, hein. Elle me dérange pas, c'est pas mal ça, là. Mais pourquoi vous me demandez ça? Il est arrivé quelque chose? La voisine d'en face? Elle s'appelle France, vous dites? C'est un beau nom, ça. C'est une jolie dame, hein, toujours bien habillée. Elle est timide, elle parle pas beaucoup, mais elle répond toujours, moi, quand je lui dis bonjour, mais pas plus. Une fois, j'ai réussi à lui parler un peu dans l'autobus. Elle avait pas le choix, on était assis ensemble sur la même banquette. Moi, je prends pas ça souvent, l'autobus, mais ce jour-là, j'avais pas le choix. Fait que, elle a pas de voiture. Elle me dit qu'elle a pas besoin de ça. Hey, c'est rare de nos jours, ça. Elle travaille dans un bureau de notaire, là, ou quelque chose comme ça. Sa famille, elle vit à l'extérieur, je me souviens pas, en Gaspésie, je pense, en tout cas. Oh mon Dieu, hey, je me rappelle, j'ai demandé comment il se faisait qu'une belle femme comme elle avait pas de mari. Elle a rougi, puis elle s'est retournée vers la fenêtre. Hey. J'ai vu que je venais de toucher quelque chose, moi, là. Je me suis excusé, tout, là, mais ensuite, j'ai pas réussi à en savoir plus. Hein, c'est de valeur. Moi, je voulais juste jaser. Là. Je groussais pas, rien, non. D'après moi, là, c'est peut-être une lesbienne. Là. Regardez-moi, ça me dérange pas. Hein. Moi, j'ai pour montrer que chacun fait ce qu'il veut. Jamais vu personne aller chez elle. Là. En tout cas, c'est une bien belle madame. Juste...
On me demande bien ce que fait Péricite. C'est un peu snob, là, je dirais, toujours habillé chic, par la personne. Madame sort toujours en taxi le soir. Moi, je l'ai jamais vu à l'épicerie, hein, ni à la pharmacie, ni au dépanneur, ni au nettoyeur. Pas de mari, pas d'enfant, se fait livrer des repas 3-4 fois par semaine, c'est pas plus. En tout cas, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, mais d'après moi, peut-être pas trop catholique. Nous avons cherché à contacter des membres de sa famille, mais tous ont refusé de nous parler, sauf une cousine qui nous a confié que France n'allait pas très bien depuis quelques années et qu'elle ne participe plus aux fêtes de famille depuis déjà assez longtemps. Elle dit espérer que sa petite cousine, autrefois si enjouée et drôle, puisse trouver un remède qui lui convienne et qu'elle soit heureuse. Ce sont ses paroles. Finalement, nous avons obtenu des confidences de quelques collègues de travail, sous le couvert de l'anonymat, à micro fermé. Alors, je vous rapporte leurs paroles en vrac. Je ne la connais pas beaucoup. Elle travaillait déjà ici lorsque je suis arrivé il y a 5 ans. Elle ne se mêle pas aux autres collègues. Quand on la croise, elle fait un petit signe de la tête. C'est tout. Le reste du temps, elle est à son bureau. Je crois qu'elle travaille sur des dossiers confidentiels. Quelques personnes m'ont affirmé qu'elle avait un bureau fermé, bien qu'elle ne reçoive aucun client. Le directeur de l'établissement nous affirme qu'il s'agit d'une employée très compétente qui fait bien son travail, mais compte tenu de la confidentialité à laquelle l'entreprise est tenue, il ne peut pas nous en dire davantage. Il m'a toutefois confirmé qu'elle disposait d'un bureau fermé, mais n'a pas voulu s'étendre sur les raisons justifiant ce qui semble être un sujet préoccupant pour certains de ses collègues. En résumé, nous avons appris qu'elle a une formation en droit notarial et œuvre dans un cabinet du centre-ville dont nous tairons le nom pour l'instant. Personne ne semble la connaître vraiment, sauf les membres de sa famille, qui restent très discrets sur sa personne. Et comme vous avez pu le constater, les informations recueillies auprès des voisins et collègues restent vagues et parfois contradictoires. Mais clairement, il se dégage de toute cette histoire une aura de mystère que nous tâcherons d'éclaircir au cours des prochaines semaines. Alors, si vous avez des informations concernant France ou les autres personnes dont je vous ai parlé dans le cadre de cette affaire, ou si vous constatez la disparition subite d'une personne par ailleurs discrète ou solitaire, n'hésitez pas à nous en faire part. Ici François Leclerc pour la Radio du Lacron, présentement à Montréal. Deuxième partie, le Journal de France. 11 novembre, jour du souvenir. Je me souviens de mon enfance. La lumière était éblouissante, les couleurs éclatantes. Les jeux, les cris, les rires remplissaient l'espace. Mes jours s'étiraient jusqu'à l'horizon. La lune ronde veillait avec tendresse sur mes nuits. Je me souviens de la maison où j'ai grandi et dans laquelle se retrouvaient toutes ces personnes joyeuses et chaleureuses. Des cousines, des voisines, des parents, des amis. Il me semble que tout le monde parlait en même temps, s'interrompait, se répondait, s'obstinait, riait et recommençait sans fin. La joie inondait cette demeure. Je me souviens d'une école imposante à l'extérieur, mais chaleureuse à l'intérieur. Sévère et austère au dehors, familière et accueillante au dedans. Chaque leçon était une aventure nouvelle, chaque question avait sa réponse. Les récréations étaient des récompenses, les cordes à danser, les ballons, les courses, les jeux. Même les chutes étaient des occasions de réjouissance et nous exhibions nos genoux blessés tels des trophées. J'ai le souvenir d'une jeunesse folle et enivrante. Toutes les portes s'ouvraient, toutes les contraintes se dissolvaient. L'avenir prometteur pouvait bien attendre, éclipsé par un présent sans limite. Le passé n'existait pas encore à cette époque. À chaque instant, la musique endiablée nous projetait cœur battant à tous les vents.
Je me rappelle la naissance de l'amour, les frissons envahissants, les effleurements, les colliers de baisers, les caresses, la fusion des corps éperdus, l'extase de l'âme, et puis la descente vertigineuse dans les ténèbres, l'ivresse du temps suspendu, la morsure brutale des lendemains blafards. À présent, le passé m'emprisonne. Que vais-je devenir? Que s'est-il donc passé? Je gis dans l'ennui infini des après-midi de novembre. Je cherche la sortie du labyrinthe depuis si longtemps, m'extraire des sables mouvants de ma jeunesse, où se cache ce fameux temps présent dont on parle tant. Le passé s'étend maintenant à l'infini et m'engloutit totalement. Toutes mes énergies, toute ma volonté, tous mes appétits se tendent, s'activent, se déchirent et chavirent dans l'océan de l'imparfait. Je voudrais tant, mais est-ce que je le veux vraiment? Retrouver cet ici maintenant que j'habitais totalement. Je voudrais tant, mais peut-être pas ici, peut-être pas maintenant. Ce soir, une porte s'est ouverte. Mais au fond de moi, je sais trop bien que pour la franchir, il me faudra quitter sans un dernier baiser, sans un au revoir, sans un seul regard, ma douce, ma bienveillante et chaleureuse mélancolie.